revenons un peu au conclave de l'opposition à Jean-Val. L'une des résolutions de ce conclave, c'est la mise en place d'un comité des sages. Les conférenciers ont reconnu à Étienne Tshisekedi, comment dire, ils ont lu une motion de remerciement, de reconnaissance pour sa lutte pour la démocratie. Ils l'ont placé à la tête d'un comité de sages. Alors, vous, en apprenant ça, qu'est-ce que vous avez pensé? Mais vous savez, effectuer un voyage de 8000 km pour venir reconnaître une qualité de sage à M. Étienne Tshisekedi, ça nous surprend tout de même un peu parce que... Il n'y avait pas que ça, madame. Non, mais vous me posez une question sur cet aspect des choses. Laissez-moi tout de même vous dire que là, ça nous permet maintenant de comprendre les choses. Pourquoi un comité des sages? Moi, je pense que c'est une sorte d'éméritat dans lequel on le place. Hein. Comme vous le savez, l'éméritat, c'est une fonction dans l'enseignement supérieur qui qualifie qu'un professeur va à la retraite. Donc, après avoir demandé une sorte d'accréditation à M. Tshisekedi la veille, eh bien, une fois qu'ils sont reconnus comme opposants, eh bien, maintenant, ils décrètent que M. Étienne Tshisekedi, président des sages... Qui sont ceux-là qui sont reconnus comme opposants? Mais vous accrédités savez, par Tshisekedi? Mais non, je ne dis pas qu'il a accrédité, mais on a bien l'impression, dans cette improvisation, dans ce cafouillage qui a eu lieu à Genval, eh bien, beaucoup sont des dissidents du PPRD. Vous visez le G7? Notamment, qui ont quitté le PPRD à peine hier. Et ils étaient au PPRD lorsque M. Étienne Tshisekedi souffrait encore avec nous des irrégularités, des imperfections, des massacres de nos populations, des fraudes électorales, etc. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, ils viennent pour dire, voilà, qu'il est le président du comité des sages. Mais je vous rappelle ici que ce sont les mêmes qui, hier, au sein du PPRD et de la majorité présidentielle, avaient aussi désigné au Parlement présidente de la comité des sages, Jeannette Kabila. Hein? Donc, je ne sais pas très bien quels sont ces réflexes qui se répètent ici pour qu'on puisse désigner M. Étienne Tshisekedi, président des sages. En fait, c'est un comité de surveillance qu'on met autour de lui pour bien juguler la colère populaire, parce que l'article 64 est brandi à tout bout de champ, parce qu'on craint que toute cette population qui a encore les faveurs de M. Étienne Tshisekedi ne se révolte. Alors il faut donner l'impression qu'on cajole le patron. Mais maintenant, comment expliquez-vous que les mêmes que vous considérez sont venus pratiquement ceinturer M. Tshisekedi, mais eux aussi ils appellent à l'article 64? Oui, mais ils appellent à l'article 64 pour pousser les gens à prendre cette sympathie, en quelque sorte, une sorte de transfert d'onction qu'ils sont venus chercher en appelant M. Étienne Tshisekedi. Mais lorsque M. Étienne Tshisekedi criait à corps et à cri qu'il faut restituer la vérité des urnes, il n'avait pas entendu le cri de M. Étienne Tshisekedi. Et nous avions entendu ce cri-là. C'est comme ça que la diaspora s'était fortement mobilisée pour que l'impérium puisse être restitué à M. Étienne Tshisekedi. Ils n'en disent pas un mot d'excuse, il n'y a pas de repenti. C'est comme pour, excusez-moi, je vais devoir le citer parce que c'est quand même un cas que nous avons beaucoup souffert déjà du temps de la conférence nationale souveraine. Monsieur Kyungu aujourd'hui, qu'on voit arpenter les murs, soit de l'hôtel ou du logement de M. Étienne Tshisekedi, donc afficher une sorte de réconciliation, alors qu'il n'y a pas eu de repenti de sa part. Nous savons quand même qu'il est responsable de ces pogroms anti-kassaïens. Vous, la photo qui a circulé a dû aussi vous révolter, je pense. Mais écoutez, nous avons tous perdu des membres de nos familles. Aujourd'hui, justice n'est pas rendue, réparation n'est pas faite. Et comment est-ce qu'on peut, à la légère, comme ça, consacrer l'impunité? Moi, je constate que là, il y a une interpellation. Et n'allez pas me dire demain que j'insulte M. Tshisekedi lorsque j'interpelle et que je souhaite comprendre, comme beaucoup de mes compatriotes, comment se fait-il qu'un homme comme M. Kyungu, qui d'ailleurs s'est vanté, il y a quelques mois à peine, qu'il avait donné le nom de Kabila ou Kanambe à Kabila pour camoufler la fraude, pour camoufler les mensonges. C'est eux qui ont fabriqué la légende katangaise autour de Kabila. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, il peut se retrouver à cet endroit aux côtés de M. Étienne Tshisekedi? Et comment est-ce qu'il nous expliquerait ou qu'il nous expliquera
hein, qu'il a renoncé. On dit aussi souvent qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ici, il ne s'agit pas d'imbécilité, M. Kousouanika. Laissez-moi vous le dire. Il s'agit ici de responsabilité de crimes contre l'humanité dont notre peuple souffre jusqu'aujourd'hui. Et si aujourd'hui, nous déplorons le degré de déliquescence de ce pays, regardez les massacres de Béni, mais c'est parce qu'il y a eu des exemples de cette nature déjà du temps de Mobutu. Et M. Kyungu ne sait pas, je n'ai pas entendu d'excuses, je n'ai pas entendu de repentir. Mais il a reçu le pardon de M. Tshisekedi gratuitement. Je ne sais pas si la population congolaise va me le reprocher. Donc très mal que vous qui n'avez pas ce genre d'écueil sur vous, que vous soyez exclu du conclave alors que Kyungu Akumwanza est présent parmi d'ailleurs les ténors. Mais il n'y a pas de garantie qu'ils sont venus avec la sincérité qui sied en cette matière. On n'en sait rien, strictement rien. Alors comment est-ce que, avec autant de légèreté, autant de désinvolture, venir prétendre qu'on est de l'opposition sans qu'on apporte réparation à ce qu'on a commis? Là, ça me dépasse. Et c'est pour ça que moi, je m'inquiète. On fait 8000 km pour venir ici, en Belgique, où nous avons arraché, grâce à nos parents, l'indépendance. Alors, je peux me poser la question s'ils ne sont pas venus avec des arrière-pensées pour restituer cette indépendance. Parce qu'il y a des manipulations, il y a des interférences. Nous le savons, nous le constatons. Mais je crains fort que vous soyez accusé de fragiliser l'opposition, parce que là, quand même, on a senti que les gens parlaient d'une même voix. Bon, on ne nie pas les divergences, hein, les divergences sont là. Chaque parti a certainement sa ligne de conduite, mais c'est la volonté de se mettre ensemble pour obtenir l'alternance. Mais là, vous, c'est comme si tout est noir. Non, non, écoutez, moi je ne fragilise pas l'opposition. Si on doit partir du critère qu'on tient compte de l'opposition sur le terrain, mais vous le savez comme moi, il y a une large part de l'opposition qui n'est pas venue à Genval. Alors vous allez dire qu'ils ont fragilisé l'opposition? Non, ils ont défendu notre souveraineté nationale, ils ont défendu notre intégrité nationale et ils ont réclamé, à raison justement, qu'on puisse respecter certains prescrits. Voilà, je reçois donc pour vous, Madame Justine Poyo Kasavubu, dans le cadre de mon émission En toute vérité. Eh bien, là, quand même, l'émission vaut son nom parce que les vérités sont quand même crachées. C'est pas moi qui le dis, mais je pense que vous êtes en train de vivre la situation avec moi. Voilà, je pense que nous sommes en train de courir vers la fin du temps qui nous est imparti. Je ne pourrais pas, en tout cas, finir cette émission sans que nous vous posions la question, parce que, bon, c'est bien de critiquer, mais il faut proposer. Maintenant, eux, ils ont leur feuille de route. Kinshasa a sa façon de voir les choses. Corneille Nangaa vient de dire que techniquement, l'élection, avec l'ancien ou le nouveau fichier, l'élection est impossible à organiser dans les délais constitutionnels. Finalement, quelles sont les pistes que vous proposez? Mais vous savez, d'abord, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, nous avons un fil rouge qui est la Constitution. Et la Constitution nous donne toutes les garanties pour que nous puissions vraiment mener ce pays à bon port. Alors, j'ai entendu certains compatriotes parler de transition, mais ce n'est pas ce qui est inscrit dans la Constitution. Et je pense qu'avec de la volonté politique et de la bonne foi, il est encore possible aujourd'hui d'organiser le scrutin présidentiel. Et donc, il va falloir augmenter les pressions. Il va falloir que, effectivement, chaque entité qui est concernée dans la lutte de libération de notre pays se sente aussi investie du souci de pouvoir régler les choses. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je constate que on réclame que la communauté internationale puisse également trouver un mot à dire dans des consultations à venir, etc. Moi, je crois que beaucoup de compatriotes n'ont pas compris le sens de cette préoccupation-là. Je crois que lorsque, dans le discours de clôture, on entend, ou d'ouverture de ce conclave de Genval... Vous parlez des médiateurs, des membres de l'ONU, de l'Union africaine qui doivent être associés à Kodjo. Oui, mais ce n'est pas un enfant de cœur que ce besoin a été exprimé. C'est tout simplement parce que on a constaté que M. Dème Kodjo, si lui seul véhicule la facilitation, on n'en sortira pas. Parce qu'il a aussi des agendas. D'abord, il tient sa crédibilité et la notoriété de la fonction de par ceux qui ont voulu qu'il soit à cet endroit, dans notre pays. Mais la communauté internationale, on doit aussi pouvoir développer un dialogue avec elle. Parce que finalement,
on doit commencer peut-être par un dialogue aussi franc avec chaque pays de la communauté internationale impliqué dans le sort du Congo. Qu'est-ce que vous entendez par dialogue franc? Un dialogue franc, pourquoi? Parce que regardez, si je prends l'exemple de 2006, où nous espérions aller aux élections, et comme vous vous souvenez, l'UDPS notamment avait boycotté cette séquence-là. Mais d'autres formations y ont été. Jean-Pierre Mbemba avait gagné les élections. Mais on a fait pression sur Jean-Pierre Mbemba pour qu'il accepte les résultats qui seront annoncés. Et on a vu Malou Malou être amené presque manu militari, entre guillemets, par l'ONU pour annoncer des résultats falsifiés. Et lorsque le cardinal Etchaou, que son âme repose en paix, s'est insurgé pour dire que non, le peuple ne doit pas être trompé une énième fois. On a souffert du moboutisme. Il faut aujourd'hui que la vérité des urnes soit dite, soit annoncée. Eh bien, Malou Malou et le pouvoir en place avaient répondu d'une manière arrogante. On a envoyé une force armée, le fort, pour soi-disant sécuriser les élections. Mais en fait, c'était pour sécuriser la fraude. Et donc, la communauté internationale, qui à ce moment-là avait pris fait et cause pour Kabila, eh bien, ne s'est pas du tout dérangé ou ne s'est pas du tout gêné pour maltraiter, pour marginaliser l'opposition. Et donc, je pense que lorsque le souci ici, à Genval, s'exprime dans le sens que la communauté internationale s'investisse, moi, je crois pouvoir interpréter cela comme une nécessité d'avoir aussi un dialogue franc avec la communauté internationale pour qu'elle aussi s'engage à ce que demain, ce peuple qui a droit à la liberté, qui a droit aussi au développement économique durable, puisse, dans ses choix, être respecté. Et parce que ça n'a pas été le cas. Et je ne veux pas remonter jusqu'à des époques canoniques. Est-ce que vous ne pensez pas que pour la première fois, la communauté internationale parle presque le même langage avec l'opposition et que vous devriez capitaliser sur ça en tant qu'opposition? Pour la première fois, ils disent clairement qu'ils sont contre Joseph Kabila en termes de deuxième mandat, disons troisième mandat. Ils sont avec vous pour le respect de la Constitution. Ils sont avec vous pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Mais voilà, au lieu... Non. Oui, non, nous devons être fermes parce que la communauté internationale était timide en 2011 lorsque la vérité des urnes consacrait M. Etienne Tshisekedi pour la magistrature suprême. Elle était timide, pourquoi? Parce que la Constitution qui dit que quand on gagne les élections, on devient chef de l'État, eh bien, ils ne nous ont pas aidés à ce que, justement, on accepte cette situation. Or, ils ont soutenu quand même Kabila, qui arrive aujourd'hui à son dernier mandat, mais en fait, c'est un troisième mandat, puisqu'il a aussi bénéficié d'un mandat gratuit, le 1+4 notamment. Donc, je pense que la communauté internationale... que nous reconnaissons pour avoir souvent joué aussi un rôle positif, mais lorsqu'elle nous a souvent mis en difficulté, eh bien, ça n'a jamais été pour le bien du pays, d'où la situation actuelle. Et puis, la communauté internationale n'ignore pas ce qui se passe à Béni. La communauté internationale n'ignore pas que le Rwanda nous a agressés, que le Rwanda a violé le droit international. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, eh bien, on chante, on vante les mérites du Rwanda qui organise des forums, etc., etc. Mais c'est sur le dos du cimetière des Congolais. Et là, la communauté internationale est réservée. C'est la raison pour laquelle moi je dis, écoutez, pour le Congo, et pour l'Afrique, il faudra que nous ayons aussi un langage franc. Nous ne refusons pas, en tout cas mon parti plaide toujours pour que nous ayons une collaboration active et loyale avec la communauté internationale et notamment les pays qui étaient nos puissances coloniales. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, nous ne pouvons plus nous autoriser à être infantilisés. Comment voyez-vous ce dialogue avec la communauté internationale? Genre une conférence qui mettrait en face les Congolais et la communauté internationale où on poserait tous les problèmes? Eh bien, il faut en tout cas que ce ne soit pas un dialogue vertical. Il faudrait que ce soit un dialogue horizontal. Autrement dit, l'article 64, ce n'est pas simplement le peuple qui va dans la rue. Ce n'est pas simplement des combattants qui vont clamer que non, ils vont aller faire des sit-ins. C'est également mettre sur la table les éléments qui dérangent pour que ce pays puisse se redresser. Et je crois que là, eh bien, il y aura des surprises. Alors, une fois, j'ai discuté avec un activiste qui me disait, mais pourquoi nos hommes politiques n'envisagent pas de créer un front qui ferait sensibilisation justement au niveau de la communauté internationale
en disant clairement que voilà, vous êtes passé par le Rwanda, par l'Ouganda, par le Burundi pour avoir les matières premières congolaises. Nous sommes prêts à les partager avec vous. De toute façon, nous n'avons pas la technologie pour les traiter, mais passer par les Congolais. Mais que ce soit d'abord un front de tous les politiciens congolais qui, on trouvera un mécanisme, on ne sait pas lequel, du moins que ça soit clair. Peut-être c'est ça qui fait peur aussi à la communauté internationale, en se disant, mais ces gens ici, ils sont indépendants, ils sont riches, mais finalement, nous, on n'aura rien parce que... Bon, vous l'avez dit aussi, hein, dans les relations internationales, il n'y a pas de pitié. Il n'y a que des intérêts. Mais c'est comme si l'homme politique congolais est égoïste à penser que finalement, il n'y a que lui qui peut bénéficier des richesses de sa terre et les autres ont compris l'astuce. Finalement, ils passent par les autres. Oui, mais je pense que c'est un raccourci qui doit nous être interdit aujourd'hui. La collaboration avec la communauté internationale doit passer par un échange franc, mais également par une reconnaissance franche que les investisseurs sont les bienvenus dans notre pays. Nous n'avons jamais refusé cela. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que la communauté internationale doit balayer devant sa porte. Parce qu'il n'y a pas que des saints non plus. Oui, mais vous n'allez pas demander à un bourreau d'avoir pitié de sa victime, quand même. C'est à vous d'aller vers eux. Mais c'est ce que nous faisons. Voilà. Non, mais c'est ce que... en le faisant non dispersé, ça ne va pas. Mais non, c'est ça devrait être la prérogative d'un gouvernement, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment. Donc il faudra que vous qui dites, qui êtes de l'opposition et qui pensez réellement à amener un changement dans ce pays-là, il faut qu'on sente que vous avez aussi une vraie position par rapport à ce problème. Sinon, mais c'est ce que nous faisons. Mais reconnaissez avec moi que lorsqu'on vient avec des effets d'annonce avec Genval, ou bien que d'aucuns présentent des candidatures hors circuit, disons constitutionnel, et qu'on voudrait que nous puissions respecter la Constitution pour faire partir Kabila, mais éventuellement la violer pour imposer un candidat, vous voyez que ce genre de comportement ne facilite pas les choses. Mais qu'à cela ne tienne, l'important c'est déjà de diagnostiquer les difficultés, de pouvoir les énumérer et puis de classer une échelle de priorité pour pouvoir les résoudre. Et parmi les résolutions de tous ces problèmes, effectivement, il y a notre volonté de pouvoir expliquer, expliquer et expliquer encore. Expliquer encore, voilà, il y a les États-Unis par exemple, c'est un pan important de la diplomatie internationale, disons-le comme ça. L'élection présidentielle se profile à l'horizon. Hillary Clinton, candidat démocrate. Donald Trump, candidat républicain. On sait d'Hillary Clinton que son mari a une influence énorme sur le Rwanda. Beaucoup de groupes d'intérêt fonctionnent aux États-Unis pour le Rwanda. Est-ce que dans les milieux congolais, il y a des gens, un lobby qui fonctionne déjà pour aller changer la donne auprès d'Hillary, peut-être auprès de Trump, parce que vous ne serez pas étonné que peut-être les lobbies d'autres pays aient en fonction en ce moment ici, parce qu'ils ont, voilà, mais vous êtes là en train de vous chamailler par rapport à, voilà, au conclave, par rapport à... Non, moi je ne me chamaille pas, vous m'avez posé des questions, mais il ne faut pas sous-estimer... C'est pas seulement vous, moi je ne vous vise pas. Non, mais il ne faut pas sous-estimer le travail formidable que notre diaspora effectue aussi aux États-Unis, et nous leur avons bien fait partager l'idée et la nécessité de travailler dans ce sens. C'est vrai, parce que nous savons très bien que dans les manœuvres dilatoires qu'il y a dans notre pays, hein, à partir du moment où chacun sait que Kabila est un sous-traitant de Kagame à Kinshasa, eh bien, Kagame aujourd'hui tire aussi les ficelles dans toute cette configuration que nous vivons. Pourquoi? Parce qu'il faut gagner du temps et s'approcher le plus possible de la date du début novembre, lorsque effectivement il y aura les élections américaines, parce qu'il escompte sur une victoire effectivement de Madame Hillary Clinton, parce qu'évidemment, ce sera l'occasion pour que son mari revienne dans les parages, notamment en Afrique. Parce qu'évidemment, pour Kagame, lui, il est éternel, hein, et qu'il ne mourra jamais, et que le Rwanda ne vivra que par lui. Donc, il y a cette donne géopolitique dont nous devons tenir compte, naturellement. Mais nous devons nous-mêmes nous battre pour qu'au niveau de l'Afrique aussi, les choses changent. Parce qu'il n'y a pas que la communauté internationale occidentale, disons-le, mais en Afrique, nous devons aussi nous battre. Et je crois que là, il y a quand même, il y a peut-être des légers progrès, mais il y a quand même des progrès. Alors, à l'inverse, je dirais que nous allons aussi continuer à déployer nos efforts pour qu'on puisse comprendre que
les partis démocratiques au Congo responsables ont tous un programme. En tout cas, nous allons inviter, le moment venu, chaque parti à venir débattre avec nous pour que nous puissions soutirer une quintessence de substance pour un programme à venir afin de redresser notre pays. Donc, c'est vrai que les enjeux sont complexes, mais quand même, nous les avons déjà identifiés. Et donc, je pense qu'il ne tient qu'aux Congolais de pouvoir redresser leur pays. Mais évidemment, avec des comportements mesquins, ça ralentit un peu le temps, mais aussi avec des comportements gourmands, ça ralentit également le temps. Et donc, moi, j'invite les uns et les autres à regarder la Constitution, à respecter la Constitution et à ne pas s'armer d'illusions tout à fait désuètes. Voilà, tout le monde à l'unisson, voilà, c'est donc par ce dernier mot que nous allons mettre en tout cas un terme à cette émission, mais je vais quand même laisser une minute à Madame Kassavou, peut-être qu'il y a un message ou un mot qui n'a pas été dit pour qu'on ne m'accuse pas d'avoir interrompu l'intervention. Alors, un dernier mot par rapport à tout ce qui s'est fait, tout ce qu'on a dit sur l'actualité, notamment en ce qui concerne le conclave. Mais écoutez, moi je dirais à mes compatriotes, je leur envoie un message très clair. Ça ne sert à rien de me donner des encouragements parce que nous intervenons avec efficacité pour défendre le pays et ne pas être capable aussi de défendre la pluralité lorsqu'on doit débattre des problèmes du pays. Et je trouve aussi que nous devons abandonner cette légèreté que nous avons de toujours consacrer l'impunité. Il y a eu des morts dans ce pays. Il y a eu Béni tout récemment avec des massacres à large échelle mais d'une cruauté absolument sauvage. Et donc moi j'en appelle aux uns et aux autres à plus de sens de responsabilité. On ne gagnera pas le redressement du Congo dans l'exclusion des uns ou des autres. On ne gagnera pas le développement du Congo en niant les compétences des uns et des autres. Mais je pense plutôt que nous aurons tout à gagner dès lors que nous comprendrons que il faut absolument réunir nos forces, il faut créer une synergie et surtout voir le passé, d'où nous sommes venus et qu'est-ce que nous voulons laisser à nos enfants. Parce qu'après tout, nous passerons, mais que laisserons-nous à nos enfants? Et puis, je dirais une dernière chose, que un combat politique ne s'achète pas, mais il se gagne à la force du poignet. Voilà, rien à dire, comme j'aime le dire souvent, ce qui est dit est dit. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour une autre émission. D'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il.